Je suis physico-chimiste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse aux équations. C'est ça mon bonheur. Le reste m'ennuie. Je le fais parce qu'il faut avoir une certaine convenance, mais pas tellement plus. Alors, je suis aussi l'objet de beaucoup de confusion, et c'est pour ça que je voulais en profiter pour rectifier. Il y a des mots comme science, technologie, technique, c'est pas la même chose. Il y a des mots comme art, c'est pas la même chose. Il y a des mots comme technoscience, je sais même pas ce que ça veut dire et je veux pas le savoir, parce que je pense qu'il y a des chimères dont qu'il faut pas trop agiter. Et puis il y a des choses comme cuisine moléculaire ou gastronomie moléculaire, et tout le monde confond. Parce que, pour plein de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Alors moi, je suis un être simple, techné, en grec, ça veut dire faire. Donc la technique, elle fait à manger. Donc le cuisinier, il a une connaissance technique de son métier, il a un savoir technique, certains ont dit une science, mais cette science n'est pas une science de la nature, c'est un savoir. Alors après, il y a la question du soin, parce que le plus grand prix Nobel du monde ne saura pas faire un toit en ardoise comme celui-là. Donc la technique est quelque chose de très recommandable. De même, je vois le toit en ardoise comme le pont du Gard ou comme le gâteau qui est à droite. J'ai essayé une fois, au bout de 5 minutes, j'en pouvais plus, moi. Il me faut mes équations, un gâteau, je ne veux pas mettre mes mains dans la gadoue, ça ne m'intéresse pas. Bon. Alors, pourquoi les cuisiniers, qui sont des techniciens, s'intéressent-ils tant à ce soin? Pourquoi font-ils des œuvres en sucre taillé, en glace taillée, etc. Je crois avoir compris par opposition. C'est-à-dire que, imaginez que vous soyez ébéniste, donc un technicien. Vous faites un escalier qui est bancal, vous invitez vos amis, ils se cassent une jambe. Ça veut dire « je ne t'aime pas ». Donc, à contrario, le soin en technique, ça veut dire « je t'aime ». Et ça me paraît essentiel de revaloriser cette technique en y mettant une composante technique, certes, mais aussi une composante artistique et une composante sociale, le « je t'aime ». Bon. Alors maintenant que j'ai compris ça, la composante artistique, je ne peux pas en parler parce que Christine n'est pas là, et que moi je suis un foetus artistique, ça ne m'intéresse pas, enfin si, ça m'intéresse beaucoup, mais comme je suis incompétent, je ne peux pas en parler. Quand même, dans mes débats avec Jean-Louis Schinager, il y a quand même celui-ci, moi je dis qu'on mange des aliments, même pas des aliments, on mange des mets. On ne mange pas des ingrédients. Le sanglier qui est en bas à droite n'est pas un aliment. Il aura fallu l'attraper, le tuer, le dépecer. Je ne sais pas si vous savez, mais il faut un bon couteau. Et ensuite préparer la viande, la faire rassir et la faire cuire. Eh bien, il y a une différence entre l'ingrédient et l'aliment. Et il y a un monde plus grand que l'océan Atlantique. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas toujours mangé comme ça. Et c'est la preuve qu'il y a une culture alimentaire. On sait qu'il y a une culture alimentaire, mais le fait que, dans le temps, on mangeait des bouillies à plat. Regardez l'évolution. En 1953, on avait 3 étoiles avec des truites fourrées à la banane. 3 étoiles au guide Michelin. En 65, on avait 3 étoiles avec une pièce de saumon dans une vague sauce à la crème et au vin blanc. 3 étoiles, vous vous rendez compte? En 76, là, on commence à prendre de la hauteur, comme Carême. Et puis, regardez 2018, regardez cette transformation. La question, évidemment, de cette succession de photographies, c'est quoi après? Parce que ça va continuer à évoluer. Et donc, on ne peut pas rester figé sur notre choucroute tremblotante en disant on a peur d'aller manger demain. Demain, on va continuer l'art culinaire va continuer à progresser, quoi qu'il arrive, parce qu'après Bach, il y a eu Mozart, et après Mozart, il y a eu Beethoven, et il y a eu Debussy, et puis il y a eu Lady Gaga, les Beatles, enfin, des musiciens merveilleux, comme vous le savez. Alors, les voilà, voilà 2018, voilà 2018, voilà 2018. Des variations dans l'espace, il y en a dans toutes les régions. Je suis désolé, j'ai que des régions du monde. Et demain, ça sera la deuxième partie de mon intervention, si Bernard me prête une deuxième partie pour plus tard. La technologie transforme la technique, techné, logos, donc c'est en espérant qu'on va l'améliorer. Bon, ben voilà. Et puis les sciences. Alors ça, les sciences de la nature. Quand je dis sciences maintenant, vous m'excuserez si vous voulez bien. Pour moi, c'est sciences de la nature, quoi. C'est physico-chimie. Il n'y a rien d'autre au monde. Alors, les sciences de la nature cherchent les mécanismes des phénomènes. Voilà un objectif qui est clair. Bon. Alors, on tient sur 2 jambes. La première, c'est l'expérience. Donc, on ne dit pas n'importe quoi. On fait une expérience. Et l'expérience, elle a toujours raison. Contre l'autorité, contre le pape, contre la religion. Et puis, la deuxième partie, c'est le calcul. Le monde est écrit en langage mathématique. C'est un acte de foi. Il est merveilleux. Et il y a une espèce d'opérabilité extraordinaire qui fait que je me lève le matin.
Voilà. Alors, la méthode des sciences de la nature, je ne vais pas vous faire un cours, mais en gros, il y a beaucoup de fantasmes et je vous invite à me demander par email cette diapositive pour la montrer à vos étudiants. Je crois que tout étudiant en sciences de la nature devrait avoir cette image devant les yeux quand il commence ses études. On a un phénomène, on le mesure, on réunit les données en loi, c'est-à-dire en équation, on induit une théorie, on cherche une prévision, on fait une expérience dans l'idée de réfuter la théorie que nous-mêmes avons produite. Donc vous voyez que le scientifique, il n'est pas en train de démontrer scientifiquement, c'est idiot de démontrer scientifiquement. On est toujours en train de réfuter une théorie qu'on produit nous-mêmes. Et ça, c'est donc le contraire de la prétention, où je n'ai pas tout compris. Bon. Alors, en 88, c'est vrai, alors vous voyez, j'étais plus jeune à l'époque, c'est moi à gauche, hein, avec un vieux copain... Eh oui, je vieillis chaque jour d'un jour, je suis désolé. Ou plutôt mes étudiants rajeunissent chaque jour d'un jour, et chaque année d'une année. Donc on a créé la gastronomie moléculaire. C'est donc une discipline scientifique. Cette discipline scientifique s'applique effectivement au BK-OFA, à la choucroute, au coq au vin, au foie gras, voilà. Je suis payé par l'État pour étudier la mayonnaise, si vous voulez, ou la béarnaise, voilà. Je vous donne un seul exemple des travaux qu'on fait au laboratoire. Un jour, j'ai voulu regarder un oignon à l'IRM. Donc j'ai pris un oignon, j'ai pris mon couteau, je suis allé chez un copain, j'ai eu cette image à gauche. Cette image à gauche, elle est fascinante pour qui sait la lire. D'abord, l'oignon est fait d'écailles. Bon, ça, vous me direz, c'est gâcher l'argent de l'État. En revanche, si vous regardez très très bien, vous verrez des petits points noirs sur la partie ventrale des écailles. Ça veut dire que les canaux qui montent et qui descendent de la sève, les xylème et phloème, sont sur la partie ventrale. Or, ces canaux contiennent des ions minéraux, plus des sucres et des acides aminés, c'est-à-dire du goût. Donc il y a plus de goût sur la partie ventrale d'une écaille d'oignon que sur la partie dorsale. Alors vous allez me dire, c'est quand même compter les anges sur la tête d'une épingle. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a cette partie blanche extraordinaire à l'extérieur, là où on a coupé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors j'ai refait la manip, l'expérience, parce qu'on est en un cercle académique, avec un scalpel. Un scalpel ne comprime pas le tissu, il le coupe. Et on a l'image de droite. Et l'image de droite, le contraste n'est pas le même, mais faites-moi confiance, on a fait le calcul. À ce moment-là, on n'abîme pas le tissu. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne déclenche pas toutes ces réactions, et donc on ne fait pas une sorte de brunissement enzymatique du tissu végétal, lequel change considérablement le goût. Alors, dans mon séminaire, on s'est amusé à prendre des pommes, on les a coupées au couteau et au scalpel, on a fait des tests triangulaires, je peux vous assurer qu'il y a une différence considérable, reconnaissable par tous, entre une pomme bien coupée et une pomme mal coupée. Alors pour une pomme, d'abord, c'est quand même plus joli de ne pas avoir un truc marron comme ça, hein, parce qu'à vos hôtes, vous n'allez pas leur servir un truc aussi dégueulasse, enfin c'est infect, quoi. Mais sur des carottes râpées, eh ben là c'est bien pire, parce que c'est tout le tissu qui est abîmé. Et voilà pourquoi les cuisiniers japonais ont des goûts si frais, si merveilleux quand ils coupent avec leurs lames céramiques, parce que c'est des lames qui sont en forme de scalpel. Alors maintenant, voilà pour la science, il n'y a que ça qui m'amuse dans la vie. Mais quand même, l'État nous demande des applications. Alors les applications. Donc en 1980, je cuisinais, je continue, hein, tous les jours. C'est moi qui fais à manger tous les jours. Et puis je me suis dit, mais regardons mon laboratoire. J'avais une chambre d'étudiant. Mon chambre d'étudiant, la voilà. Et puis il y avait des ustensiles, et paradoxalement, la chimie fait les mêmes opérations que la cuisine. Elle broie, elle coupe, elle chauffe, elle refroidit. Il était évident de faire passer des matériels modernes dans les cuisines. Parce que quand même, il y en a marre des casseroles qui datent du Moyen-Âge. Avançons un peu. Alors ça a été ça la cuisine moléculaire, utiliser de nouveaux outils. Je vous assure qu'un sorbet à l'azote liquide, c'est meilleur que s'il est fait dans une sorbetière. Et ça, on a fait le test avec les Goemio, avec plein de chefs. C'est évident, c'est une chose évidente. Pourquoi se priver du bonheur de bien manger ? Ne nous condamnons pas, enfin on n'est pas encore en enfer, on va y arriver bientôt, mais pas tout de suite. Alors comme je voulais montrer, alors il y a eu beaucoup de réticences, hein, vous imaginez, enfin, comme je voulais montrer que la science est très puissante dans ses applications technologiques, depuis 18 ans, je donne chaque mois une invention à Pierre Gagnère, qui est quand même un grand cuisinier, et Pierre fait un travail à partir de ces inventions. Alors, je sais pas. Alors, je leur donne un nom de chimiste. Comme ça, le public mange de la chimie. Le public déteste la chimie. Donc, j'invente un plat. C'est l'espèce de préparation verte, vous voyez, pas l'espèce de crème verte. J'ai appelé... C'est une invention. C'est pas une mayonnaise, c'est pas une béarnaise. Je l'ai inventé. Je l'appelle Liebig. Liebig était un chimiste allemand. Bon, il avait mauvais caractère. Alors, passons à un autre. Priestley était un chimiste anglais qui a
un chimiste des gaz qui a peut-être découvert l'oxygène, mais sans s'en apercevoir, il avait été précédé par Carl Scheele en Suède. Mais enfin, peu importe. Donc j'ai inventé un plat un jour, j'ai appelé ça un Priestley. Et puis un Wurtz, Wurtz, chimiste alsacien qui a créé l'école nationale agronomique où je travaille aujourd'hui. Bonhomme extraordinaire, voilà le truc rose, c'est un Wurtz. Alors je vous donne la recette, elle n'est pas difficile, hein, mais elle n'existait pas dans aucun livre de cuisine. Vous prenez un jus de cassis, vous y mettez du sucre et de la gélatine, vous chauffez doucement et vous fouettez pendant assez longtemps. Et tout d'un coup, ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Vous le mettez au frais, vous avez un Wurtz. Ah, vous pouvez faire un Wurtz à l'orange. Ça n'existait pas. Donc c'est une invention, il n'y a pas de brevet, la recette est en ligne, elle est à votre disposition. Je suis agent de l'État, les doigts sur la couture du pantalon parce que je suis alsacien. L'œuf à 67, alors vous avez l'œuf parfait partout, j'avais inventé ça dans le temps. Les salades à la lollet. Alors les salades, c'est des salades artificielles. Vous voyez, la feuille blanche, c'est la vinaigrette. C'est la vinaigrette en feuille, c'est très amusant ça. Ouais. Les cristaux de vent, c'est comment faire 1 mètre cube de blanc en neige avec un seul blanc d'œuf. Et on le transforme en meringue. Je suis heureux de vous dire que le record du monde de volume de blanc en neige à partir d'un blanc d'œuf est détenu par des enfants handicapés sous ma direction, des SECPA dans le 20e arrondissement de Paris. Nous avons fait plus de 40 litres avec un blanc d'œuf. Les enfants étaient absolument ravis, c'était un grand bonheur. Parce qu'une école de plus, une prison de moins. Alors voilà un gypse, c'est encore une autre invention. Le beurre feuilleté, c'est au lieu de faire une pâte feuilletée, on fait un beurre feuilleté. Ah oui, je pourrais en faire comme ça, il y en a plein de chocolat chantilly, le machin. Il y en a plein d'autres, ils ont des noms de chimistes, voilà. Et puis tout ça, c'est du passé, mais mes 10 minutes sont terminées. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ce matin, cette provocation, elle n'est peut-être pas complètement provocation. Voilà. Alors, oui, je reprends là. Alors, je vous ai dit que la cuisine moléculaire est dépassée, pas la gastronomie moléculaire. La cuisine moléculaire, donc cette cuisine moderne, avec des ustensiles modernes, me semble dépassée pour la raison suivante. En 1994, j'ai eu une idée. Et cette idée, c'est de dire que mon grand-père, qui était dans les Vosges, avait des mirabelles. Les mirabelles, quand on en a trop, on les distille et on fait de l'eau-de-vie de mirabelle. Mon grand-père était un homme merveilleux. Et cet homme mettait une petite baguette en bois de noisetier, il coupait une petite, qu'il mettait dans la Dame Jeanne, on appelle ça une Dame Jeanne. Et alors je lui disais, pourquoi tu fais ça? Il me disait, parce que tu comprends, ça améliore, j'ai pas de tonneau, donc je mets le tonneau à l'intérieur. Alors c'est malin, mais la question que je pose maintenant, c'est pourquoi du bois? Parce que ça pourrait être de n'importe quoi à l'intérieur, ça pourrait être du cuivre, ça pourrait être ce qu'on veut. Alors ce qu'il ne savait pas, c'est que dans le bois, il y a une molécule qui s'appelle la lignine. Et la lignine, il a été démontré que quand vous la stockez avec de l'éthanol, c'est-à-dire l'alcool des eaux-de-vie, vous faites de la vanilline, donc qui est la molécule essentielle de la vanille, mais vous faites aussi de l'aldéhyde synapique, de l'aldéhyde syringique, qui sont dans la cannelle, qui sont dans diverses épices. Donc en réalité, spontanément, le bois et l'alcool vont faire des composés odorants merveilleux. Et vous pouvez faire l'expérience en rentrant chez vous. Vous mettez un peu de vanilline, 5 gouttes de vanille dans une bouteille de whisky, et tout d'un coup, elle prend de la rondeur. Ça sent pas la vanille, c'est de la rondeur. Alors évidemment, on me disait à l'époque, ouais, mais c'est du frelatage, c'est de la sophistication. Bon. Alors j'ai fait pire, parce que un jour, un copain montre que dans les vieux Bourgogne, il y a un composé essentiel qui donne l'arôme de cuir, c'est le paréthylphénol. Et bien, entre 2 et 4 parties par milliard, ça vous donne un goût de l'Afroïgue ou de la Gavuline, qui sont des whiskies que j'aime beaucoup. Donc, immédiatement, j'achète du paréthylphénol et j'en mets dans tous mes whiskies. Pardon, il faut que je me mette à l'émir. Bon. Alors, voilà. Alors maintenant, généralisons, c'est-à-dire, puisqu'on est déjà à être un iconoclaste, un iconoclaste de la matière, hein, Christine, je ne t'oublie pas, hein, je pense à toi. Et bien voilà la cuisine que je propose demain. Une très belle cuisine, avec des très jolis pots, donc une très jolie matière. Et dedans, il y aura des choses comme ça. Vous voyez, des flacons qui ont des odeurs merveilleuses. Il y a des composés phénoliques, il y en a plein. Ça a des goûts inouïs, jamais mangés. Si on est vraiment gourmand, on traverse l'Amérique. Alors, de toute façon, c'est évident. Regardez, dans le temps, on jouait de la musique. Bon. Il y a 1 siècle et demi, on analyse les sons. Il y a 50 ans, on fait de la musique de synthèse. Et aujourd'hui, un synthétiseur coûte 22 € dans un magasin de jouets. Qu'est-ce que vous mettez à droite? Il y avait des ingrédients. On les a analysés il y a 1 siècle, pareil, avec des Braconneaux, avec des païens, avec des Lavoisier. Et là, on met quoi?
La cuisine ne va pas rester en retard par rapport à la musique, c'est pas possible. L'art culinaire doit progresser. Alors, pour revenir maintenant plus sérieusement, je reprends ma casquette de président de la section alimentation humaine à l'Académie d'agriculture. Il y a ça devant nous, je vous en ai parlé, c'est les chiffres de la FAO, c'est pas les miens, hein. La seule possibilité qu'il soit connu aujourd'hui, c'est de lutter contre le gaspillage qui atteint 30%. Comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, si on enlève l'eau à la ferme, alors évidemment, on n'a plus la mirabelle, on n'a plus la tomate, on a des poudres, on a des liquides, mais quand même, dans Paris, il y a 10 000 camions qui arrivent chaque jour qui transportent de l'eau. C'est indécent vis-à-vis de nos descendants. Donc, on va arriver à ça. Alors, il ne s'agit pas de dire, enfin, on va y arriver, on y est déjà. Et on y est déjà avec des façons intéressantes parce que le fractionnement des produits alimentaires se fait déjà depuis un certain temps. 1742 pour la séparation du gluten et de l'amidon. Et aujourd'hui, un appareil de fractionnement coûte 2 000 €. Un tracteur, c'est 200 000. Donc, on peut fractionner à la ferme. Et si les agriculteurs fractionnent à la ferme, ils régularisent les cours et ils s'enrichissent. Donc, il y a une possibilité. Alors, un art nouveau peut naître. Alors, je vous montre maintenant, pour terminer, des images de plats de cuisine note à note. C'est ce que j'ai appelé note à note. C'est une cuisine de synthèse. Pierre Gagnard était le premier à le servir à Hong Kong. On a mis 6 mois à le produire. Et puis depuis, on n'a pas arrêté. Alors, en Alsace, il n'y a pas longtemps, ça c'est voilà, c'est de ma chambre. Ça, vous voyez, à gauche, c'est le Schlossberg. C'est un très très beau terroir, un très beau vin. Si vous restez un peu en Alsace, goûtez du Grand Cru Schlossberg. Hein. Enfin, voilà. Donc vous voyez, l'Alsace, c'est quand même extraordinaire. L'Alsace, c'est merveilleux. Oh, mais l'Alsace, enfin, c'est quand même... Voilà. Alors, en février, Julien Bins à Hammerschwir, c'est un village entre Niedermorschwir et Kinsheim, le mien. Voilà, Julien Bins a fait un repas note à note. Voilà les plats qu'il a servis à ses convives. Il a vendu son repas, enfin, comme un restaurateur. Ça n'est pas un œuf, bien sûr. Et évidemment, le titre, c'est « Ce n'est pas un œuf hein ». Ce plat était vraiment très, très, très bon. J'en ai parlé à Christine hier. Il était vraiment délicieux. Celui-là, moi, j'ai beaucoup aimé. Celui-là, j'ai moins aimé. Je pense qu'à mon avis, il était un peu... Il restait à travailler. Celui-là était pas mal, mais mon chouchou, j'espère que j'aurai l'image. Non, je ne l'ai pas. C'était une sorte de macaron vert, mais qu'on ne voit pas bien apparaître, je ne sais pas pourquoi. Et on le voit apparaître en bas à gauche. Il était extraordinaire. Je l'ai encore dans la bouche tellement il était bon. Alors, il n'y a pas qu'à Hammerschwir. Hein. Je suis dans le monde entier. Je fais à peu près 200 conférences par an où je montre ça aux jeunes en leur disant, si vous enfourchez ce cheval-là, vous serez demain l'équivalent de Ferran Adrià, qui était ce chef espagnol talentueux. Ça ne nous empêche pas d'avoir en même temps le meilleur de la choucroute, le meilleur du kouglof, bien sûr. Il n'y a pas de... Debussy n'a jamais chassé Bach. Au contraire, c'est parce qu'on a Debussy et Bach qu'on est plus heureux. Moi, je vous assure que j'aime bien Bach, mais quand j'en mets pendant 3 jours, je n'en peux plus. Donc, je veux du Debussy. Voilà. Et alors, voilà Athènes. Alors, est-ce qu'il y aura des styles ? La réponse c'est oui, parce qu'il y a des cultures et le cuisinier ou le pâtissier ou la pâtissière ou la cuisinière, avec ses matières, elle ne va pas faire le même produit. Elle va faire le produit de sa culture, de son être intime. Donc j'ai aucune inquiétude pour le futur, sauf qu'il faut produire assez à manger. Voilà un fruit, un dessert sans aucun gras, et c'était un fruit imaginaire. Même les graines étaient faites sur mesure, elles étaient merveilleuses. Voilà Singapour, j'arrête parce qu'il y en a trop, et je termine comme ça. Donc maintenant, la provocation est lancée à nos amis de réagir.